Bonjour à toutes et à tous, je suis Arnaud Sabatier, responsable des affaires médicales pour Nestlé Health Science. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la thématique de la prise en charge des troubles de la déglutition des patients atteints de maladies neurologiques. Vous avez été très nombreux à vous inscrire à cet événement, plus de 700 professionnels de santé, montrant une fois de plus l'intérêt porté pour ce sujet. Ce webinaire va être co-animé par deux expertes de la thématique, le docteur Christine Chancio-Bucalo, gériatre et chef de pôle du pôle J'espère au centre hospitalier Rive de Seine, et Mélanie Engelhardt, orthophoniste au CHU de Bordeaux en médecine physique et réadaptation et en hôpital de jour de déglutition. Elles aborderont la prise en charge pluridisciplinaire des troubles de la déglutition par pathologie et partageront avec vous leur expérience. Juste avant de démarrer, quelques modalités pratiques. Je vous recommande de vous mettre en plein écran pour avoir une meilleure visibilité. Vous aurez le petit onglet en bas à droite de votre écran. Un quiz vous sera proposé en fin de présentation auquel vous pourrez participer via l'onglet Quiz sur votre droite. Et enfin, vous pourrez poser vos questions via l'onglet Questions-réponses et nous aurons un temps dédié pour pouvoir y répondre en fin de présentation. Je passe maintenant la parole à Christine et Mélanie et je vous souhaite à tous une bonne présentation. Bonjour à tous. Alors, on a prévu de vous parler aujourd'hui effectivement des troubles de la déglutition liés aux problèmes neurologiques. Ce ne sont bien sûr pas les seuls troubles de la déglutition qu'on peut observer, mais en gériatrie, chez les patients de plus de 70 ans, c'est effectivement les premières thématiques qui viennent quand on parle de troubles de la déglutition. Ce sont les problèmes neurologiques, qu'ils soient d'origine vasculaire, comme dans les accidents vasculaires, où en début d'accident, les gens peuvent avoir jusqu'à 79% de troubles de la déglutition et 6 mois après, il reste encore un quart des patients qui peuvent présenter des troubles de la déglutition, ou dans les maladies neurocognitives dégénératives, plutôt à un stade sévère, ou les syndromes parkinsoniens qui, eux aussi, peuvent avoir entre 50 et 90% des cas des troubles de la déglutition. Et là, dans le syndrome parkinsonien, souvent, cela démarre très tôt dans la maladie. La dénutrition est bien sûr un problème puisque 4%, vous le savez, des sujets âgés vivent à domicile et sont considérés comme ayant des troubles de la dénutrition. 15 à 30% des personnes âgées vivant en institution sont considérées comme ayant des troubles de la dénutrition. Et on estime que 7 patients dysphagiques sur 10 sont dénutris ou à risque de dénutrition, ce qui est un problème effectivement de santé publique dans nos institutions, entre autres, où la majorité des patients peuvent avoir effectivement ce type de trouble. On va vous détailler ça de façon plus approfondie. Alors, quand on s'intéresse à la déglutition, on s'intéresse de près aux différentes structures anatomiques qui nous permettent de déglutir en sécurité. En particulier, le carrefour pharyngo-laryngé qui concentre plusieurs fonctions qui sollicitent nos organes différemment. Ce carrefour nous sert avant tout à respirer. Dans ce cas, les cordes vocales seront ouvertes, plus ou moins ouvertes en fonction de l'effort respiratoire qu'on a à fournir. Et puis ensuite, en fonction du besoin de protection de nos voies respiratoires, vont se superposer un certain nombre de structures qui vont permettre d'améliorer l'étanchéité. Alors, lorsqu'on a besoin de tousser, par exemple, nos cordes vocales se ferment et une autre structure, les bandes ventriculaires, qui se trouvent juste au-dessus, se ferment également pour assurer une étanchéité améliorée et une augmentation de la pression sous-glottique. Quand on fait un effort à glotte fermée, c'est-à-dire tout dès lors qu'on veut porter une charge lourde, par exemple, on a besoin que notre cage thoracique soit stable et on a besoin de mobiliser nos membres supérieurs. Et là, on a besoin d'une grosse pression sous-glottique. Dans ce cas-là, les cordes vocales se ferment, les bandes ventriculaires aussi, et des cartilages qu'on appelle aryténoïdes basculent de l'arrière vers l'avant. Et dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire s'alimenter, on a besoin d'une protection parfaite, d'une étanchéité parfaite. Et les 3 structures que j'ai déjà évoquées se ferment et une autre structure, l'épiglotte, un autre cartilage, va basculer de l'avant vers l'arrière. Et avec 2400 mouvements de déglutition par jour, on comprend mieux pourquoi ces structures doivent se coordonner pour notre sécurité respiratoire. Lorsque le bol alimentaire arrive en bouche, débute la phase dite orale. Les mouvements de mastication et l'insalivation permettent de créer un bol alimentaire homogène et lubrifié qui sera propulsé par la langue vers le pharynx. À ce moment-là, débute la phase pharyngée.
Dès que le bol alimentaire passe la base de langue, le réflexe de déglutition se déclenche avec la fermeture des 4 structures du larynx, comme présenté dans la diapo précédente, la fermeture des fosses nasales par le voile et la fermeture de la cavité buccale par la langue. Et le péristaltisme pharyngé débute et tous ces mouvements de propulsion poussent le bol alimentaire vers le sphincter supérieur de l'œsophage qui se dilate grâce au mouvement en avant et vers le haut du larynx. Une fois que le bol alimentaire est dans l'œsophage, le SSO se rétracte et le plan glottique s'ouvre pour respirer à nouveau. Christine ? Alors, je vous laisse regarder. Effectivement, on vous a mis des images qui permettent de voir et de comprendre ce qui vient de se passer et de ce que Mélanie vient de vous expliquer. La langue va envoyer le bol alimentaire vers l'arrière, dans le pharynx, et donc les différentes structures vont se fermer, et on le voit sur les images que vous avez ici, pour pouvoir permettre au bol alimentaire de passer dans l'œsophage. Donc, il y a une étanchéité qui est à la fois liée au sphincter, qui est également vélopharyngé, laryngé, et donc ça permet d'avoir une fermeture parfaite. On comprend bien que dans les maladies neurologiques, toutes ces structures sont bien sûr coordonnées par un influx nerveux qui débute au moment de passage du bol alimentaire dans l'arrière-bouche et qui se termine au moment où le bol alimentaire est dans l'œsophage. Donc, dans les pathologies neurologiques, en fait, la coordination de ces différentes structures peut être perturbée. Donc, pour synthétiser, déglutir, c'est transporter le bol alimentaire de la bouche à l'estomac en protégeant ses poumons, mais aussi protéger ses poumons lors de la gestion des sécrétions bronchiques ou nasales ou lors d'un vomissement, par exemple. Lorsqu'on avale une cuillerée à café, par exemple, ça s'appelle un bolus, on doit observer une seule déglutition. On ne doit pas tousser ni se racler la gorge après. Il ne doit pas y avoir de stase, c'est-à-dire de résidus alimentaires, soit dans la bouche, soit plus bas dans le pharynx. La voix doit être claire et le couple ventilation-déglutition est bien synchronisé. Alors, je voulais rajouter un élément très important sur la toux, qui est un mécanisme normal et à considérer comme un mécanisme normal de protection de nos voies aériennes, car elle permet d'éliminer les sécrétions et les corps étrangers. Et on tousse à peu près 4 à 16 fois en 24 heures. Donc, c'est un mécanisme normal. Et il devient pathologique lorsque, notamment pendant la prise alimentaire, la fréquence de la toux augmente. Avant de pouvoir s'alimenter correctement, il faut avoir une bouche parfaitement propre. Or, souvent, dans les institutions, dans les hôpitaux et à domicile, les patients ont des bouches sales, pâteuses, surtout lorsque les gens ne sont plus en capacité de faire eux-mêmes leurs soins d'hygiène buccaux. Et donc, il est très important, à chaque fois qu'on va alimenter quelqu'un, de regarder l'absence de glaire, l'absence de mycose, bien sûr, l'absence de sécheresse buccale, de bien humidifier la bouche et de donner un petit peu d'eau avant, d'humidifier la bouche avec un petit peu d'eau avant toute alimentation. Au long cours, il n'est pas bon de donner des antiseptiques, des bains de bouche en permanence. Donc, il est mieux d'utiliser par exemple des bicarbonates ou des bâtonnets glycérinés quand on est avec des patients qui sont plus capables de faire leurs soins eux-mêmes avec une brosse à dents et du dentifrice. Mais surtout, proscrire les antiseptiques. Les antiseptiques, c'est bien quand on a une rage dentaire, qu'on les utilise quelques jours ou quelques semaines au maximum, mais pas plus longtemps. Sinon, après, ça entraîne des sécheresses buccales. Alors, dans le gold standard de l'évaluation des troubles de la déglutition, il y a ce qu'on appelle la radiocinéma, c'est les images qu'on vous a fait passer tout à l'heure. Et puis, il y a la nasofibroscopie qui peut se faire au lit du patient. Ces deux techniques sont employées bien souvent en ORL et en neurologie, beaucoup moins en gériatrie, il faut être honnête. La plupart de nos patients âgés n'ont pas accès à ces gold standards, mais il faut savoir que ça existe et que dans des cas un petit peu compliqués, on peut être amené à utiliser ces techniques qui permettent de mieux voir où se situe la problématique et les difficultés de déglutition. Alors, on vous a mis à côté
c'est pas passé. Voilà, la nasofibroscopie sur la gauche et puis la radiocinéma de déglutition sur la droite, où vous voyez en noir le bol alimentaire qui passe. Et puis, dans la radiofibroscopie, on voit l'absence de glaire et on voit bien l'ouverture, effectivement, du larynx. Voilà, donc ça permet effectivement d'avoir une meilleure vision et de pouvoir voir où se situent les problèmes. C'est plus utilisé chez des patients jeunes que chez des patients âgés, mais ça peut être utile de le savoir et de l'utiliser de temps en temps dans des cas un peu particuliers. Alors, en pratique, que doit-on faire? Dépister les troubles de la déglutition est indispensable et c'est ce qu'on va appeler le screening fonctionnel. Il se base sur deux principes, tester les liquides et les solides d'une part, et d'autre part, varier le volume par prise, le volume global et la viscosité selon un schéma clinique qu'on vous a proposé, en tout cas en extrait à droite sur la diapo. On augmente en fait progressivement la difficulté jusqu'à validation de la texture. Et toute personne formée aux troubles de la déglutition peut réaliser ce screening qui peut s'appuyer, si on le souhaite, sur des tests qui ont été validés dans la littérature, comme le test de 2 pipeaux, des 90 millilitres, mais aussi le test GUS, que l'on trouve gratuitement et que l'on peut utiliser, qui a été validé en réanimation et pour la population AVC. Et ce qu'on sait, c'est que le dépistage, donc le screening précoce des troubles de la déglutition diminue la mortalité à l'hôpital, diminue la fréquence des pneumopathies, diminue la durée de séjour et augmente diminue la dépendance des patients. Ce dépistage est dit fonctionnel parce qu'il permet de sélectionner la texture adéquate pour le patient. Alors, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle les normes IDDSI, donc on vous présente là sur la diapo. Elles sont utilisées pour qualifier la viscosité des liquides et des solides. Par exemple, un grade 6 correspond à des petits morceaux tendres, un grade 2 à un liquide légèrement épais qui reste fluide. Les grades 3 et 4, par exemple, se prennent à la cuillère si on a besoin de beaucoup ralentir le passage des liquides. On s'appuie également sur des caractéristiques qu'on connaît bien des liquides qui sont plus ou moins à risque. Un liquide frais, un liquide gazeux, qui a du goût sera plus réflexogène qu'un liquide à température ambiante. Et si on a besoin d'épaissir, c'est-à-dire si on veut ralentir le liquide en bouche lors de son passage dans le pharynx, on va pouvoir utiliser des poudres épaississantes et on dosera plus ou moins de poudre en fonction de l'épaississement choisi. Côté procédure, on verse d'abord la poudre dans le verre, puis l'eau et on mélange bien. Après, il faut toujours se référer au mode d'emploi du fabricant et bien respecter les doses en fonction des grades d'épaississement qu'on souhaite obtenir. Alors, dans la prévention des troubles de la déglutition, il faut d'abord et avant tout bien installer son patient. Là, on vous a mis effectivement la manière dont les gens sont installés, ça va modifier l'ouverture du pharynx et donc la fermeture éventuellement de l'épiglotte. Et donc, on a, quand les gens ont la tête en extension, une entrée dans la trachée qui va être facilitée et par contre, une entrée dans l'œsophage qui va être diminuée. Quand on tourne la tête légèrement à droite ou quand on se met en flexion, on va favoriser le passage dans l'œsophage et au contraire améliorer la fermeture de la trachée, ce qui permet d'éviter ou de modifier un tout petit peu le risque de troubles de la déglutition, ce qui chez des patients très âgés est souvent important. Alors pour que les gens soient dans la bonne position, c'est-à-dire la tête légèrement fléchie en avant, ce qui va être important, ça va être de bien se positionner en tant que soignant et de ne pas demander au patient de fléchir la tête, mais de l'amener à fléchir la tête spontanément en lui présentant la cuillère par le bas, ce qui est ce qu'on fait habituellement quand on mange seul. Et donc, on amène, le soignant doit être assis en face de son patient et on va amener le patient à éventuellement baisser légèrement la tête en apportant la cuillère par le bas. Quand on fait boire les gens, et c'est pour ça qu'on va utiliser éventuellement des verres
avec une découpe particulière, on va essayer d'éviter que les gens boivent la tête en l'air parce qu'on comprend bien, on l'a vu dans la diapo précédente, qu'il va y avoir un plus grand risque de fausse route lorsque la tête est levée que lorsque la tête est penchée. Donc, on va être amené à améliorer les choses en utilisant des outils ergonomiques qui vont permettre d'améliorer et de favoriser le fait de rester la tête penchée. Alors justement, ce que Christine vient d'expliquer là fait partie de tout ce qu'on va appeler les adaptations environnementales. Quand on fait le bilan des troubles de la déglutition et leur dépistage, on préconise des adaptations environnementales, que ce soit au niveau visuel, au niveau attentionnel ou au niveau de la prise alimentaire. Par exemple, si notre patient présente une héminégligence, il faudra lui présenter le plat dans les michants sains ou pour d'autres patients, leur proposer des couverts et des ustensiles ergonomiques. Alors, le verre à encoche dont tu parlais, Christine, est un ustensile indispensable pour limiter l'extension cervicale, mais dans certains cas particuliers, on pourra proposer une paille, par exemple chez un patient qui présente une paralysie faciale, ou bien un verre fermé si le patient présente un tremblement du membre supérieur. Donc, toujours se poser la question de ce dont a besoin le patient dans un contexte particulier à un moment donné, et notamment s'il a besoin d'une aide humaine. Je pense notamment à toutes les aides humaines pour les patients inhibés, par exemple, qui ont besoin qu'on leur séquence les différentes étapes de la déglutition ou à qui on a besoin de rappeler les consignes de sécurité. Le bilan des troubles de la déglutition réalisé par un orthophoniste ou un kinésithérapeute va quant à lui permettre de qualifier les troubles de la déglutition et d'en comprendre les mécanismes en lien avec la lésion neurologique. On parlera alors de défaut de préparation du bolus, avec un certain nombre de causes associées, que ce soit un défaut d'initiation motrice ou une insuffisance du contrôle lingual. On parlera aussi de défaut de protection laryngée, soit parce que le réflexe de déglutition ne se déclenche pas, soit parce qu'il se déclenche avec retard, soit parce que le plan glottique n'est plus étanche, etc. Et puis, on pourra également observer la présence de stase pour deux raisons principales, soit parce que les forces de propulsion en bouche ou pharyngée sont insuffisantes, soit parce que le sphincter supérieur de l'œsophage, le SSO, ne se dilate pas suffisamment. Donc, en plus d'une sélection de textures et de postures adaptées, on va pouvoir proposer des exercices de renforcement musculaire aux patients en fonction de ses besoins. Si notre objectif, c'est de favoriser la vidange buccale, si c'est de favoriser la vidange pharyngée, ou bien d'améliorer l'étanchéité glottique, on ne va pas proposer tout à fait les mêmes exercices. Il y en a certains, le shaker et le CTAR, le Chin Tuck Against Resistance. Ces deux exercices-là, ils sont très souvent préconisés et ils sont jugés efficaces dans la littérature. Le shaker, pour expliquer rapidement, on demande au patient d'être allongé et on lui demande de regarder ses pieds en opérant des flexions de tête et à chaque fois pour regarder ses pieds. Et le CTAR, le Chin Tuck Against Resistance, le patient est assis avec une balle en mousse entre son sternum et son menton et on lui demande d'opérer des mouvements réguliers de flexion du menton sur cette balle en mousse. Donc ça, ce sont des exercices qu'on retrouve dans la littérature et qui sont jugés efficaces. Alors, les prises en charge de la trouble de la déglutition, bien sûr, on peut avoir une aide à la nutrition comme une sonde nasogastrique, une gastrostomie, des perfusions ou des apports veineux. Et puis, dans la respiration, on va être amené à ventiler ou à trachéotomiser les patients. Il faut reconnaître qu'en gériatrie, ces deux techniques sont peu utilisées. Elles peuvent être utilisées au début d'un accident vasculaire pour un temps modéré en espérant une récupération du patient. Dans les patients âgés et dans les maladies neurocognitives et dans les maladies de Parkinson, ce sont des techniques qui sont peu utilisées et pas utilisées la plupart du temps parce qu'elles sont
mal tolérée par les patients, entre autres les patients déments qui arrachent les sondes, qui ne supportent pas les sondes, et puis d'autre part parce qu'on s'est rendu compte que ça n'améliorait pas le pronostic et l'espérance de vie des gens et que ça ne diminuait pas non plus les pathologies infectieuses de type pulmonaire, et donc c'est des techniques qui actuellement sont peu utilisées. Donc en gériatrie, on est surtout amené à mettre des aides compensatoires, hein, donc la posture, la texture, les manœuvres environnementales, la rééducation, la rééducation de la respiration, de la voix, la rééducation comme Mélanie vient de vous le présenter. Et puis, de temps en temps, il peut y avoir l'utilisation de toxines botuliques, mais c'est là aussi en gériatrie relativement peu fréquent, mais ça peut être utilisé chez des patients plus jeunes et puis bien sûr des gestes chirurgicaux dans certaines pathologies bien précises, surtout ORL. Alors, la presbyphagie ou la dysphagie du sujet âgé, c'est un ralentissement de la prise alimentaire qui est une adaptation spontanée à la déglutition fonctionnelle avec des patients qui vont ralentir leur temps de repas. Et donc, souvent, ce sont des patients à qui il faut laisser le temps de manger. Alors, à domicile, c'est quelquefois faisable. En institution, c'est toujours un petit peu plus compliqué, même si on essaye de le faire. Mais c'est vrai que c'est des patients qui souvent vont éviter les troubles de la déglutition s'ils mangent seuls et de façon adaptée. Ça n'empêche que ces patients-là peuvent quand même parfois avoir besoin de rééducation. Alors, la prise en charge consiste surtout en une surveillance rapprochée, en réévaluant régulièrement le patient pour ajuster les textures et en particulier pour les liquides. Donc, épaissir au besoin ou proposer des textures réflexogènes eau gazeuse avec du goût. On sait aussi que le manque d'appétit est fréquent et qu'une jolie présentation est importante. On pourra aussi proposer de fractionner les prises alimentaires et de limiter tous les distracteurs et de toujours veiller à ce que la personne soit bien installée pour son repas. Et à mon sens, le rôle des diététiciens est primordial pour lutter contre la dénutrition et gérer les volumes. Alors, si on parle de façon plus précise du sujet qui nous amène aujourd'hui, donc on vous a fait une présentation un peu générale, et puis on va passer sur la présentation un peu spécifique des 3 pathologies dont on vous a parlé. Dans les 3 pathologies neurologiques du sujet âgé, il existe des troubles de la sensibilité, des troubles moteurs, des paralysies, des troubles de la coordination et des troubles du comportement. Dans les 3 pathologies qu'on a pris en exemple, effectivement, que ce soit l'accident vasculaire, que ce soit la maladie de Parkinson, que ce soit les troubles cognitifs neurologiques de type démence, les gens ont l'un ou l'autre de ces troubles qui va entraîner une difficulté de déglutition avec une commande motrice qui souvent est ralentie et qui va entraîner une mauvaise fermeture du larynx et de l'épiglotte. Ces pathologies sont bien sûr, je vous ai mis les autres pathologies qui existent, que ce soit neurologiques ou iatrogènes, qui sont elles aussi impliquées dans les troubles de la déglutition, mais ce n'est pas celles qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui. Alors, si on parle des troubles neurocognitifs, les troubles neurocognitifs vont entraîner des troubles de la déglutition plutôt à un stade sévère, avec en général avec des MMS plus bas que 10. En dessous de 10, il y a plus de risque de troubles de la déglutition qu'au-dessus de 10. Les troubles cognitifs sont à la fois des troubles de la mémoire, donc on ne sait plus ce qu'il faut faire ou comment faire les choses, on oublie ce qu'on vient de faire, mais c'est aussi des troubles praxiques, donc des troubles de la capacité à utiliser des objets, à boutonner ses vêtements, éventuellement à manger. Et en stade terminal de maladie cognitive, on a souvent des patients qui mâchonnent beaucoup leurs aliments pendant longtemps et qui ne les déglutissent pas. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec un bol alimentaire qui reste en bouche et la propulsion vers l'arrière se fait mal parce que les patients ne savent plus comment déglutir en fait.
Les patients ont également des troubles phasiques et souvent ils ont des troubles du langage. Ils vont demander ou ne pas savoir demander un certain nombre de choses. Ils ont également des troubles de la reconnaissance, des troubles nosiques où les reconnaissances des objets, des personnes, des choses vont être diminuées et donc ils peuvent utiliser à mauvais escient, prendre des aliments qui ne leur sont pas destinés, utiliser des choses qui ne sont pas adaptées à la prise en charge qui les concerne. Et dans les troubles de la déglutition chez ces patients-là, il y a 3 grands facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est la difficulté attentionnelle. Les patients ont du mal à se concentrer et donc du mal à faire des prises en charge de leur alimentation qui vont être conscientes et on va être sur des patients qui vont éventuellement être distraits et donc il va falloir essayer d'éviter au maximum les distractions pour ces patients-là, donc les faire manger dans un environnement calme, éviter effectivement de les interrompre ou de leur parler au moment où ils sont en train de s'alimenter. Et puis, il y a également un ralentissement du circuit moteur, la propulsion et les circuits neurologiques déclenchés par l'alimentation en bouche vont être ralentis et donc les patients risquent d'avoir une fermeture de l'épiglotte trop tardive par rapport à leur besoin d'alimentation qui va être passé avant que l'épiglotte se soit complètement fermée. Et puis, bien sûr, il y a tous les troubles du comportement avec la prise d'aliments inadaptés, l'incapacité à s'asseoir pour manger, par exemple, et à manger debout parce que les patients déambulent de façon incessante. Et donc, tous ces risques-là sont des risques accrus de troubles de la déglutition. Alors, c'est vrai que le manger-main est une bonne solution pour un certain nombre de patients ayant des troubles cognitifs, mais ça suppose effectivement de pouvoir faire des bouchées qui soient faciles à manger et qui puissent se décomposer assez facilement en bouche si les gens ont des troubles de la déglutition, parce que souvent le manger-main, c'est des aliments qu'il va falloir mâcher et quelquefois les patients ayant des troubles cognitifs n'en sont plus capables. Alors, comme Christine vient de l'expliquer, ce sont vraiment les troubles du comportement qui sont au cœur des troubles de la déglutition, avec une mauvaise gestion des volumes, une mauvaise préparation du bol alimentaire, à cause d'un défaut de régulation de manière générale, d'une distractibilité aux éléments de l'environnement, de comportements qu'on pourra observer aussi et qu'on qualifiera d'hyperphagiques, ces patients qui engouffrent beaucoup d'alimentation et qui ne peuvent plus gérer la quantité d'alimentation. Et puis, on peut aussi observer des fausses routes soit par retard de déclenchement du réflexe de déglutition, soit par désynchronisation du couple ventilation-déglutition. Donc, on va être vigilant sur les liquides et épaissir le cas échéant. Et puis, en fonction évidemment des troubles qu'on aura observés, enlever les dispersibles, les aliments à risque de fausse route. Penser à un accompagnement verbal du patient, j'en parlais tout à l'heure, sur le séquençage des étapes ou bien le rappel de consignes de sécurité. Les soins de bouche me paraissent très importants. Mettons qu'un patient garde les aliments en bouche. Il faut absolument vérifier la vidange buccale après les repas. Donc, on va choisir des textures, si on reprend notre diagramme, sur les grades 4 à 6 pour les solides, par exemple, et puis s'ajuster pour les liquides en fonction des besoins. Et Christine en parlait tout à l'heure, bien respecter le positionnement du patient pour que le soignant n'induise pas des situations et des postures à risque. Alors, dans la maladie de Parkinson, c'est l'atteinte du circuit automatique, comme vous le savez. Ce circuit automatique, c'est celui qui nous permet de manger sans nous préoccuper réellement de ce qu'on mange et d'avaler de façon automatisée sur la plupart des gens qui n'ont pas de maladie de Parkinson. Quand on a une maladie de Parkinson, ce circuit automatique dysfonctionne, ce qui entraîne des tremblements puisque les extenseurs et les fléchisseurs ont besoin effectivement d'être compensés l'un l'autre de façon automatique. À partir du moment où cet automatisme ne marche plus, les tremblements apparaissent. La kinésie et l'hypertonie sont là aussi des pathologies liées au Parkinson avec une difficulté motrice qui va elle aussi être visible au niveau du larynx
avec une difficulté de déglutition qui bien souvent va débuter assez précocement dans la maladie, avec une diminution de la coordination, une diminution de l'amorçage du mouvement, un ralentissement du circuit automatique et puis une lenteur du passage de la bouche au larynx. Et quelquefois, dans des pathologies assez évoluées, on a des spasmes œsophagiens et des tremblements de la langue et des lèvres qui vont encore compliquer l'alimentation du sujet parkinsonien. Quand on parle de Parkinson, c'est 5 symptômes assez précoces qui entraînent des tremblements, des concentrations difficiles, un état dépressif, des troubles du sommeil et des micrographies. En fait, la maladie de Parkinson est souvent sous-évaluée, sous-repérée, surtout chez le sujet âgé. Quand il y a un ralentissement chez le sujet âgé, souvent on dit oh, bah, il est âgé, c'est pour ça qu'il n'arrive plus à faire les choses. Et les gens minimisent, surtout chez des patients qui quelquefois ont des tremblements qui ne sont pas toujours visibles et qu'il faut savoir sensibiliser en détournant leur attention ou en détournant effectivement leur capacité à s'auto-gérer et à diminuer leur tremblement de façon, consciente. Donc, la maladie de Parkinson, c'est une maladie qui va entraîner dès le départ, et il y a des études qui montrent que ces troubles de la déglutition, ils arrivent à des stades très précoces de la maladie, dans 17 à 40%. Alors là, ils avaient pris 31 sujets et ils avaient fait des examens à 2 intervalles différents. Le premier examen était fait au début du dépistage de la maladie et le deuxième examen était fait 1 an plus tard. Et en fait, on se rend compte que dès le départ, il y a 17% des patients qui peuvent avoir des troubles du temps précoce de la déglutition, des mouvements linguaux multiples et gênants, des résidus qui restent dans la cavité buccale, des troubles du temps oral et des troubles du temps pharyngé. Et on voit que le trouble du temps oral, par exemple, dès le premier examen, ça représente 87% des patients, ce qui est énorme. Et donc, dès le départ d'une maladie de Parkinson, les risques de troubles de la déglutition existent et puis ils s'aggravent assez rapidement, puisqu'un an plus tard, beaucoup de patients ont des troubles qui sont augmenter, par exemple, le trouble du temps précoce ou les mouvements linguaux multiples. Par contre, le trouble du temps oral ou du temps pharyngé reste un petit peu plus stable dans le temps, mais ça reste quand même des pathologies qui entraînent des grosses difficultés de déglutition, et on voit souvent les patients parkinsoniens arriver pour des pneumopathies en milieu hospitalier parce que le trouble de la déglutition n'a pas été repéré. Donc, ce qui est important quand on a un patient parkinsonien que l'on suit, c'est bien d'évaluer ça régulièrement à chaque visite de contrôle 1 fois par an pour voir où en est le patient et éventuellement faire des tests de prise alimentaire pour vérifier qu'il n'y a pas de trouble de la déglutition. Et s'il y en a, il faut essayer d'adapter l'alimentation et bien alerter le patient sur les différentes problématiques qu'il risque de rencontrer. Cette étude, je la trouve très intéressante parce qu'en effet, elle met le focus sur les troubles précoces dans la maladie de Parkinson, et on sait qu'ils évoluent, comme vient de le dire Christine. Donc, il va falloir évaluer aux différents stades de la maladie. Et on sait aussi que les principaux troubles concernent les fausses routes à la salive et un défaut de préparation du bol alimentaire en raison d'une absence de relais automatique, les fameux modes d'emploi de la voie extra-pyramidale, et puis de mouvements de langue qui sont anormaux. Mais on peut aussi avoir un retard de déclenchement du réflexe, une désynchronisation du couple ventilation-respiration en lien avec les tremblements. Et on a également ce dont se plaignent aussi beaucoup les patients, c'est-à-dire un bavage, une déperdition salivaire au niveau labial par hypotonie faciale. Alors, il faudra traiter au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, comme le disait Christine, épaissir les liquides s'il y a besoin, enlever les dispersibles. La posture de tête en flexion reste une bonne indication, une bonne préconisation. Les soins de bouche sont indispensables dans la mesure où le patient présente de nombreuses fausses routes à la salive et donc il faut essayer d'éliminer le plus d'agents pathogènes présents dans la salive. Et c'est dans ce cas-là, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, qu'on pourra proposer, si on en juge la nécessité, on pourra proposer aux patients de boire avec un verre fermé pour limiter, en tout cas compenser, contourner le tremblement du membre supérieur.
Voilà, cette diapo permet d'illustrer un petit peu les différentes textures qui pourront, on pourra choisir au départ des textures en petits morceaux tendres, lubrifiés, ou au bout d'un moment proposer une alimentation plus lisse, mixée. Et vous voyez la flexion de tête qui permet de moins exposer le larynx, de réduire cet espace afin de permettre au bol alimentaire d'être propulsé plus en sécurité. Alors, dernière pathologie qu'on va traiter aujourd'hui, ce sont les accidents vasculaires. Comme je disais en tout début, la plupart des accidents vasculaires peuvent présenter des troubles de la déglutition en début, dans les premiers jours après l'accident vasculaire. On estime que 55% des patients, c'est variable d'une étude à l'autre, mais c'est à peu près la moyenne des études. Et puis, c'est plus fréquent s'il y a une aphasie, c'est-à-dire que s'il y a une atteinte phasique, les troubles de la déglutition vont être bien sûr majorés. Et puis, d'autre part, ça va également dépendre de la vigilance des patients en post-AVC. Plus l'AVC sera massif avec des troubles de la vigilance et plus les troubles de la déglutition risquent d'être importants. En général, dans les troubles de la déglutition, on a une récupération en 2 à 3 semaines dans les accidents vasculaires modérés qui permet effectivement de diminuer les troubles de la déglutition. C'est dans ces cas-là, quelquefois, qu'on est amené à poser des sondes nasogastriques en début d'accident vasculaire, si le patient peut le supporter, pour permettre d'éviter la dénutrition en tout début, si les troubles de la déglutition sont très importants, avec un patient qui a peu de déficit et qui peut éventuellement récupérer. Alors, le dépistage des troubles de la déglutition après un AVC est décrit dans les recommandations de bonne pratique et doit avoir lieu dans les 24 premières heures. En raison de l'atteinte des voies de commande motrice et de régulation des réflexes, il faudra surtout être vigilant sur la prise des liquides, car on observe fréquemment des fausses routes sur retard de déclenchement du réflexe de déglutition. C'est ce qu'on appelle les fausses routes avant la déglutition, c'est-à-dire que la personne met en bouche le liquide qui progresse avec la force de pesanteur et fait fausse route avant que le réflexe n'ait pu se déclencher, c'est-à-dire la fermeture du plan glottique. Il faudra donc proposer une consistance réflexogène comme l'eau gazeuse par exemple et ne pas hésiter à épaissir l'eau si le trouble est sévère. Et si des troubles de la propulsion sont observés, on pourra là aussi enlever les dispersifs, proposer des textures plus lisses, plus lubrifiées. Il y a quelques manœuvres qui sont intéressantes qu'on peut proposer et qui ne sont pas trop à charge mnésique importante. Ce qu'on appelle la déglutition d'effort, c'est-à-dire dire au patient de déglutir avec force. Et puis de procéder à des doubles déglutitions volontaires, c'est-à-dire une fois que le patient a mis en bouche son bol alimentaire, il l'avale une première fois, puis opère une seconde déglutition qui lui permet de bien vidanger au niveau du pharynx. Et alors la double déglutition, elle n'est pas... évidemment, il faut la différencier des déglutitions multiples qui sont plutôt pathologiques quand on observe une déglutition chez un patient. Le cas le plus fréquent, c'est quand même un patient qui présente un retard de déclenchement du réflexe de déglutition, donc on va épaissir, et que l'on pourra nourrir avec une texture normale. Et puis la flexion, la posture en flexion reste une posture de choix pour ces patients. Alors, quand on est dans le cadre des AVC du tronc cérébral, alors là aussi, il faut opérer un screening très précoce. En fait, il faudra surtout savoir quelles paires crâniennes sont atteintes et puis quels organes sont touchés. Imaginons que l'AVC affecte un côté du tronc cérébral. On va alors observer, par exemple, si c'est à droite, on va observer un hémi-voile paralysé à droite, un hémipharynx, une corde vocale paralysée, une hémilangue, tout ça du même côté. Donc, on va avoir deux problématiques. Une problématique de protection des voies respiratoires qui n'est plus assurée, et puis une propulsion du bol alimentaire qui sera amoindrie. Donc, en fonction de la sévérité des troubles que l'on observe, il faudra épaissir l'eau, mais pas trop. Et il faudra lisser les aliments, les fluidifier, mais pas trop, pour leur permettre de glisser avec la pesanteur. Là aussi, il y a un certain nombre de manœuvres qui peuvent être intéressantes, alors qu'ils sont un peu plus
à charge mnésique un peu plus importante, notamment celle qu'on appelle supraglottique ou super-supraglottique. Il s'agit de demander au patient d'inspirer, de mettre son bol alimentaire en bouche, de bloquer la respiration, de déglutir, puis de tousser ou de se racler la gorge juste après pour évacuer les résidus. Alors, ce que je trouve intéressant et important dans les AVC du tronc en termes de posture à préconiser, c'est ce qu'on appelle les rotations de tête. Alors, il faut essayer tous les types de rotations, à gauche, à droite. Mais mettons que notre atteinte soit à droite. En théorie, on va demander au patient de tourner la tête vers la droite, c'est-à-dire vers le côté paralysé. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, ça va venir fermer. Donc là, l'image est inversée. En nasofibrose, c'est toujours inversé. Donc, la gauche et la droite sont inversées. Ça va permettre de fermer le côté droit, de réduire l'espace du côté droit paralysé et d'ouvrir le côté sain pour que le bol alimentaire puisse mieux glisser. L'extension de tête, alors la plupart du temps, elle est à risque de fausse route, mais elle peut permettre de faire glisser le bol alimentaire. Donc à user avec parcimonie et vraiment en fonction des besoins. Alors, il nous reste un phénomène qui existe et qui est assez fréquent en gériatrie, c'est ce qu'on appelle les fausses routes silencieuses. En fait, la toux est souvent absente ou différée, c'est-à-dire que le patient va manger et puis dans les quelques minutes qui suivent, il va tousser, mais pas au moment où il était en train d'avaler. En tout cas, c'est pas ce qui est vu. Et on a des difficultés effectivement à repérer ces patients et souvent ils sont repérés au stade de l'infection pulmonaire. Donc ces patients-là ont besoin souvent d'examens ORL et ils ont également besoin d'avoir une observation très précise de ce qui se passe au moment de l'alimentation pour voir si par exemple ils vont trier leurs aliments, s'ils vont faire des choses, parce que souvent ces patients-là, comme ils ont des impressions difficiles d'alimentation et que ça les gêne, ils vont souvent trier un petit peu leurs aliments. Alors d'emblée, ce qui est évocateur de ces fausses routes silencieuses, c'est la gêne pour avaler, le reflux alimentaire par le nez, donc un patient qui va s'étouffer en rejetant les aliments par le nez, les blocages alimentaires bien sûr, les fausses routes évidentes, et puis les toux au repas et les modifications d'avant au repas. Ça, je dirais, c'est évocateur, et puis on y pense, on va se dire, il y a une fausse route, et en général, on va la prendre en charge. Mais souvent, ce qui est mal interprété, c'est la réduction de la prise alimentaire, le patient qui mange moins, les patients qui vont se racler plusieurs fois la gorge ou qui vont avoir une augmentation de la durée du repas, une modification respiratoire pendant le repas. Le patient parle, puis en milieu de repas, on a plus de mal à comprendre ce qu'il dit, il va avoir plus de mal à exprimer ou à parler. Et puis, quelquefois, des refus du repas en commun parce que les gens se sentent pas bien au moment du repas et ils essayent de pas prendre le repas dans la salle à manger commune. Il y a souvent une perte de poids, bien sûr, une altération de l'état général, des pneumopathies récidivantes. Quand on a une pneumopathie récidivante chez un sujet âgé, il faut toujours se poser la question des troubles de la déglutition, même s'il n'y a pas de symptômes évocateurs évidents, parce que c'est le plus fréquent, surtout quand les pneumopathies récidivantes sont basithoraciques droite. Et puis des épisodes fébriles inexpliqués aussi, avec des patients qui vont pas avoir de symptômes très inquiétants, mais par contre, ils vont avoir des fébricules plusieurs fois dans le mois, sans qu'on comprenne très bien ce qui se passe. En général, quand on va faire une radio de thorax ou un scanner thoracique, on va trouver des pneumopathies à minima. Et ces patients-là, en fait, ils ont fait des pneumopathies de déglutition. Et puis, les patients qui font des encombrements bronchiques assez importants, répétitifs, chez des patients qui ne sont pas connus comme étant bronchitique chronique, par exemple. Bien sûr, si c'est quelqu'un qui a une BPCO, c'est autre chose. Mais ces patients-là, il faut effectivement se poser la question des troubles de la déglutition et souvent en améliorant la posture à table, en améliorant la texture des aliments, on va diminuer les fausses routes silencieuses et permettre de diminuer les pneumopathies. Alors, comme Christine vient de l'expliquer, ces fausses routes, justement, ce type de fausse route peut passer inaperçu et être mal interprété. Et c'est bien le problème. Et donc là, l'importance, on en revient quasiment à l'une de nos premières diapos, hein, c'est l'importance de ces soins de bouche qui sont vraiment essentiels.
Et puis, d'adapter les textures au fur et à mesure, en connaissant les aliments à risque de fausse route, en ajustant la prise des liquides. Le positionnement, il est également très important pour ne pas aggraver une situation. Et la surveillance pendant les repas, elle est également très, très importante. Et comme Christine vient de le dire, c'est est-ce que le patient tout à coup se met à tousser ou pas? Est-ce qu'il devient essoufflé? Et en fait, il y a vraiment un rôle d'alerte sur ces symptômes respiratoires, sur la fièvre, sur tout ce qui paraît anormal pendant un repas, pendant une déglutition. Parce que le risque, en fait, c'est que le réflexe de tout, donc qui est normal, qui normalement doit être tonique, qui doit se déclencher au bon moment, exactement comme le réflexe de déglutition, hein, et bien, le risque, c'est que ce réflexe se déprime. Et donc, il n'assure plus du tout son rôle de protection. Et si on a un doute, c'est vraiment le radiocinéma de déglutition qui sera l'examen de choix et qui permettra de vérifier ce qui se passe au niveau de la déglutition. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christine et Mélanie, pour cette présentation qui était vraiment très claire et très pratique. Nous avons des questions dans le chat. Juste avant d'y répondre, je vous propose de passer à quelques questions de quiz. Je vous laisse l'animer. Alors, pour répondre au quiz, vous avez un petit onglet quiz dans lequel vous pouvez répondre aux questions. Donc, la première question, pour diminuer le risque de troubles de la déglutition, il faut bien installer le patient assis à 90 degrés, faire des soins de bouche avant l'alimentation, laisser le patient manger seul, adapter la texture des boissons, donner des aliments à température ambiante. On va passer à la réponse. Alors, la réponse, bien sûr, si vous avez bien entendu, c'était bien installer le patient à 90 degrés, faire des soins de bouche avant l'alimentation. Une bouche bien humide, bien saine va permettre de mieux déglutir. Et puis, adapter la texture des boissons. Bien sûr qu'on évite de laisser les patients seuls. Les risques de fausse route existent et donc le risque de s'étouffer existe. Et donc, on évite de les laisser seuls. On les fait manger avec quelqu'un à côté d'eux. Et puis, donner des aliments à température ambiante. Au contraire, Mélanie, tout à l'heure, vous a dit qu'il fallait mieux donner du froid, du chaud et éviter la température ambiante qui va moins être stimulant pour le réflexe neurologique. Question suivante. Pour diminuer les risques de troubles de la déglutition, il faut faire boire de l'eau, faire manger des aliments mixés, faire boire des liquides épaissis, faire manger des aliments en texture variée. Alors, la réponse, bien sûr, c'est faire manger des aliments mixés et faire boire des liquides épaissis. On évite l'eau et en plus l'eau à température ambiante et on évite les textures variées parce qu'au contraire, le risque, c'est d'augmenter les troubles de la déglutition. Si on associe des liquides et des solides ensemble, on risque d'aggraver les troubles de la déglutition. Une posture de tête en extension diminue le risque de fausse route, augmente le risque de fausse route, permet de faire glisser le bol alimentaire, est à déconseiller formellement. À vous de jouer. On va passer à la réponse. Alors, la posture de tête en extension augmente le risque de fausse route. Ça, c'est sûr, puisqu'il expose le larynx davantage. Mais dans certains cas, ça permet de faire glisser le bol alimentaire grâce à la force de pesanteur. Alors, est à déconseiller formellement, c'est vraiment au cas par cas. En effet, hein, si le patient fait des fausses routes au liquide et qu'on augmente avec une posture de tête en extension la force de pesanteur, le rôle, oui, on va le déconseiller. Mais dans d'autres cas, si les mouvements de langue sont insuffisants, par exemple, ou les forces de propulsion insuffisantes, on pourra proposer, mais toujours s'adapter au cas par cas. Bravo. Merci beaucoup, Mélanie et Christine. Je vous propose de passer aux questions. Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ouais. Il y a eu plusieurs questions sur le chat. Je vais les regrouper. Pas mal de questions, notamment sur le dépistage des troubles de la déglutition. En fait, des questions des personnes demandent notamment des diététiciens s'il existe un test simple et réalisable par un diététicien notamment pour objectiver la présence de troubles de la déglutition, et notamment quand il n'y a pas d'orthophoniste dans un établissement de santé. Oui, c'est une question. Je vais me remettre sur la diapo qui va nous intéresser. Oui, c'est une question qui revient souvent parce que il n'y a pas toujours d'orthophoniste dans les services et que les kinés parfois, c'est pas
on s'occupe plutôt de la kiné motrice, mais bon, pas, ou bien ne sont pas suffisamment formés. Mais on peut utiliser des tests simples, comme présenté là, en faisant boire aux patients des liquides, donc de l'eau plate. Alors moi, j'aime bien commencer par l'eau plate avant les solides pour éviter d'entraîner, Christine le disait tout à l'heure, hein, on évite d'être dans la double texture, d'entraîner des résidus alimentaires avec l'eau. Donc, commencer par l'eau plate, et puis qui veut le plus, peut le moins. Et on s'aperçoit avec l'expérience que l'eau plate, finalement, passe plus fréquemment qu'on ne le pensait. Et on peut proposer des volumes différents. Et que ce soit avec les liquides ou les solides, donc solides, on propose une compote, du fromage et un biscuit apéritif. Ce qu'on a dans le service aussi, il faut rester près des réalités du terrain. Et puis l'important, c'est de faire varier les quantités. Donc on prend une petite cuillère, on donne d'abord une demi-cuillerée à café, puis une cuillerée entière, puis une cuillerée à soupe, puis une petite gorgée, par exemple, pour les liquides. C'est ça, faire varier le volume par prise et le volume global. Et si on s'aperçoit qu'il y a des fausses routes, c'est le chemin clinique, eh bien, on va commencer à proposer une consistance plus réflexogène ou bien commencer à épaissir jusqu'à trouver la texture qui convient parfaitement aux patients. Et en fonction de ce que préparent les cuisines dans nos établissements, eh bien, on pourra corréler notre examen, compote, fromage, biscotte, à un type de menu qui sera favorable aux patients. J'espère avoir répondu à la question. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que tout soignant, que ce soit le médecin, que ce soit l'infirmière, l'aide-soignante, peut tester un patient avant de l'alimenter s'il y a un doute. C'est-à-dire que quand on est sur des pathologies comme la démence, le Parkinson, l'AVC, oui, il faut tester le patient, qu'on ait ou pas une orthophoniste. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'orthophoniste qu'on ne doit pas tester un patient et adapter son alimentation. Alors, bien sûr, la diététicienne peut y participer, les kinés peuvent y participer, mais avant tout, l'infirmière, le médecin et l'aide-soignante sont souvent en première ligne avec leurs patients. Oui, tout à fait. Il y avait une autre question. Existe-t-il une liste référencée des aliments à risque, justement pour les patients qui ont des troubles de la déglutition? Le croissant tueur du dimanche matin. Oui, alors là, je n'aurai pas en tête la référence, mais ce sont des aliments qu'on va appeler filandreux, qu'on va appeler dispersibles. Je vais essayer de me mettre sur une slide qui va référencer ça. Filandreux, donc dispersible, c'est-à-dire qui fait des miettes, un aliment qui fait des miettes, qui va se disperser et qui va perdre de son homogénéité. Filandreux avec des fibres alimentaires, comme dans le poireau, par exemple. Et puis les aliments à double vitesse. Donc ça, ce sont les 3 grandes catégories d'aliments à risque. Et les double vitesses, c'est ceux qui ont 2 textures, c'est-à-dire du jus, par exemple, et de la chair. Donc une orange, lorsqu'on va la prendre en bouche, le jus va se libérer, il va falloir gérer la rapidité du liquide, tout en assurant une mastication de la chair. Et donc ce sont ces aliments qu'on appelle double texture ou double vitesse. Donc on a 3 catégories d'aliments qui sont à risque. Et puis, ce qui est souvent à risque aussi, ce sont tout ce qui est semoule, riz, etc., qui sont des tout petits grains qui souvent passent mal. D'abord parce que c'est souvent un peu sec dans nos structures. Encore, si c'était bien humidifié, ça pourrait peut-être aller, mais là, c'est pas le cas. Et donc, ces textures-là sont aussi à déconseiller chez les patients à risque de déglutition. Et il faut essayer d'avoir des textures les plus lisses possibles en essayant de donner, par exemple, du pain de mie plutôt que du pain habituel, parce que le pain entre la mie et la croûte, effectivement, ça fait des textures différentes, difficiles à avaler, par exemple. Merci pour la réponse. Il y avait une autre question pour les orthophonistes et kinés. Quel bilan spécifique en kiné ou formation trouble de la déglutition en gériatrie conseilleriez-vous pour les kinés? Alors, quel type de bilan? Voilà, quel type de formation pour les kinés? Kiné et formation, trouble de la déglutition. Il y a le DU déglutition qui existe, qui est très complet, qui se fait sur Montpellier et Toulouse.
Après, il y a plusieurs formations qui sont proposées par nos organismes de formation, que ce soit chez les orthophonistes ou chez les kinés. Et ces organismes de formation proposent des journées de formation à l'attention des professionnels sur les troubles de la déglutition et en particulier chez la personne âgée. Donc, en fait, il faut se renseigner. Soit on veut faire un petit cursus universitaire en plus avec un DU, soit une formation continue par le biais de nos organismes. Ok, merci. Il y avait aussi pas mal d'échanges, notamment justement sur le fait que est-ce que les diététiciens peuvent faire les tests de troubles de la déglutition et notamment en cas de fausse route, comment agir, comment gérer? Est-ce que le test doit être encadré par un médecin ou un infirmier ou est-ce que le diététicien peut quand même faire le test? Notamment, certains faisaient référence au DU de troubles de la déglutition qu'ils auraient passé. Est-ce que ça leur permet ou non dans certains contextes, de faire les tests pour des patients? Bien sûr. D'accord. Ouais, je pense qu'il faut le DU déglutition, effectivement, permet ensuite d'être plus à l'aise. Oui. Il faut toujours avoir à l'idée que un essai déglutition, c'est jamais sans risque, qu'on est tous formés aux gestes de premier secours, d'une part, et qu'on travaille toujours en établissement avec, alors quand on est en établissement, avec du personnel autour de nous, et quand on est à domicile, c'est plus délicat. Mais si on est bien formé aux troubles de la déglutition et à leur gestion, et si on sait ce qu'on fait, hein, c'est comme d'habitude, je pense qu'il faut aussi se faire confiance, et la grande majorité des tests déglutition se passent bien, c'est-à-dire que on parvient à la fin à trouver la texture la plus adaptée au patient. Et après, il faut se rappeler aussi que ce n'est pas parce qu'on donne un petit peu d'eau à un patient qu'il va se noyer avec, d'une part. Et il ne va pas non plus se dégrader d'emblée avec une cuillerée de compote. Donc, quand on fait bien les choses en augmentant progressivement les volumes, on limite les risques. Et peut-être juste une dernière question. Le plus gros risque en institution, c'est effectivement la mauvaise posture des patients au moment de l'alimentation et entre autres du petit déjeuner du matin ou du dîner du soir qui se fait souvent au lit. Et souvent, à ce moment-là, les gens ont une mauvaise posture et c'est ce qui aggrave les troubles de la déglutition à ces moments-là. Donc, ce qui est important, c'est toujours rappeler qu'il faut améliorer déjà la posture, la manière dont on alimente les gens, et ensuite on peut tester les choses. La plupart des patients, en fait, quand on fait des tests, ça se passe plutôt bien, et surtout, il faut refaire les tests régulièrement. Par exemple, un patient qui a fait un AVC, qui a des troubles de la déglutition initialement, va s'améliorer au fil du temps, et donc on pourra réélargir son alimentation progressivement. Donc, ça nécessite effectivement de tester différentes textures, et souvent, les aides-soignantes sont d'assez bonnes conseillère, on va dire, en disant Madame Machin, elle en a marre de manger sa purée et elle va piquer les carottes dans l'assiette du voisin. Enfin, je caricature un peu, mais c'est de temps en temps ça. Et effectivement, c'est important de réévaluer ça et souvent les aides-soignantes le font naturellement parce que les gens, petit à petit, ne veulent plus manger ce qu'on leur propose et donc essayent d'élargir les choses. Merci beaucoup. On va devoir conclure. On n'a malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions. Concernant le replay, vous allez recevoir un mail, vous allez recevoir l'accès au replay directement à la suite de cette formation. Merci encore Mélanie et Christine pour cette présentation très riche et très pratique et pour la réponse à l'ensemble des questions.